Bonjour, ici Pierre Castonguay. Je vous parle dans le cadre de mon blog qui s'appelle Lost, Castonguay Lost, et qui est un blog que je tiens sur les échecs de la condition masculine, sur les dérives de la condition masculine, sur les difficultés que rencontrent les hommes d'ici au Québec dans l'affirmation de soi, dans leur succès, et sur aussi la question de la santé mentale des hommes au Québec. Aujourd'hui, je vais réfléchir sur cette condition masculine et sur les interactions entre les individus. Ici, j'ai une espèce de jouet, comme vous voyez, qui est un jouet qui bouge en fonction des sommets que sont des boules à l'extrémité de tige. Alors, on a des boules à l'extrémité de tige ici, et on a ces espèces de billes qui se déplacent le long des tiges, un peu comme les interactions qu'on obtient entre les individus, les hommes, les femmes, les enfants, les protagonistes dans la société. Alors, au fur et à mesure qu'il y a une interaction entre une de ces boules, on voit à ce moment-là se déplacer les billes. Et je suis en train de vous demander, que sont nos hommes devenus? J'ai ici une photo de hockey. En fait, c'est une photo qui date des années, laissez-moi voir, 1916. Donc, c'est une photo du hockey il y a bien longtemps, au siècle dernier. Il y a bientôt 100 ans qui séparent cette photo de notre réalité actuelle. Alors, je dois vous dire que cette photo-là a un avantage, c'est qu'elle est typiquement québécoise. Elle parle des ligues de hockey que l'on appelle aujourd'hui les ligues de garage, qui étaient des ligues locales, et elle a le mérite de nous exposer les visages de jeunes hockeyeurs, probablement dans le début vingtaine, fin de l'adolescence, début de l'âge adulte. Donc, ce sont de jeunes adultes qui se rencontrent pour jouer au hockey. On peut présumer que c'est une photo qui vient de probablement une institution scolaire, collégiale, peut-être universitaire, et chaque joueur, chaque protagoniste est nommé par son surnom. J'aimerais vous intéresser à cette photo-là et me poser des questions avec vous. Si on extrayait chaque individu de cette équipe-là et que l'on encadrait le visage et que l'on s'intéressait à chaque individu, ce qu'ils sont devenus, sont probablement tous décédés aujourd'hui, pourriez-vous me dire si ces gens-là auraient été dits normaux? Qui aurait développé un problème de dépression là-dedans? Qui aurait développé un problème de santé mentale? Pourriez-vous me dire si, dans ces jeunes protagonistes, un serait devenu un mauvais père, par exemple avec des relations incestueuses, ou de la pédophilie? Oui, et à l'époque, je vous rappelle que c'était caché. On ne déclarait pas ces choses-là, ça faisait partie des secrets de famille. Pourriez-vous me dire lequel d'entre ces jeunes hommes a cédé peut-être à l'alcoolisme? Qui a bien ou mal traité sa femme là-dedans? Est-ce qu'il y a un batteur de femmes là-dedans? Qui a bien ou mal traité ses enfants? Est-ce qu'il y a un père violent là-dedans? Qui a trompé son épouse là-dedans? Qui est devenu religieux? Qui est devenu avocat? Qui est devenu riche et qui est devenu pauvre? Qui a éprouvé des problèmes existentiels importants? Qui était intellectuel et qui était plus manuel dans ce regroupement de joueurs de hockey? On peut dire assez facilement qu'ils ont tous d'assez beaux visages, ce que les Américains appelleraient handsome. Puis si on les compare, voilà, avec une autre équipe de hockey des États-Unis de cette époque, l'apparence est à peu près la même. Ce sont de beaux bonhommes sportifs, en santé, nos Québécois sur cette photo. Mais on peut se demander
quelle était la condition masculine alors, et est-ce que ce que l'on dit sur la condition masculine maintenant au Québec est vraiment différent de ce que l'on disait de ces jeunes hommes à l'époque de leur prime jeunesse. Je rencontre beaucoup et de plus en plus de jeunes hommes, de jeunes femmes aussi, mais dans le cadre de mes activités de conseil en droit en santé mentale, je rencontre des gens à l'urgence, dans des cliniques, au CLSC, dans des organismes de prévention du suicide, etc. Et ces jeunes hommes que je rencontre n'ont pas la vie facile. C'est évident que si vous aboutissez en garde en établissement, en milieu hospitalier, c'est que vous avez des problèmes de santé mentale qui vous rendent soit dangereux pour les autres ou pour vous-même. Et c'est cette dangerosité qui vous amène à être en garde en établissement. Alors j'entends souvent les souffrances qui traversent la vie de ces jeunes hommes et je me pose avec vous des questions sur la condition des hommes au Québec. Et c'est pour ça que je le fais dans le cadre de mon blog, en fait, qui est un vlog et qui s'appelle Lost. On a tendance à nous décrire les hommes d'aujourd'hui un peu plus perdus que les hommes d'avant, qui avaient un rôle assez bien défini dans une société patriarcale, où le père, le pater familias, avait un grand rôle. Mais lorsqu'on gratte un peu la réalité, on est forcé de s'apercevoir que, premièrement, le Québec a été colonisé par des gens arrivant d'une trentaine de régions de France. Et 14,5% venaient de la Normandie, l'Île-de-France 14,3%. Et là, je vous parle de personnes qui ont émigré au Québec à partir de différentes portions géographiques de la France et qui l'ont fait sur une base en général volontaire. Et je vous dis tout de suite que 14,5% pour la Normandie, c'est un gros pourcentage. Parce qu'il y a 30 régions de France et il y a des régions qui ont contribué à très faible pourcentage. Déjà, si on va au Poitou, on est rendu à 9,8%, l'Aunis, on est rendu à 8,9%, la Bretagne 6%, la Saintonge 5,3%, la Guyane 4,4%, et là, ça s'amenuise énormément après ça. Quelles étaient les conditions masculines des hommes qui venaient chez nous? En fait, on sait que le gars qui a fondé le pays, Jacques Cartier, c'était un Breton. Et Jacques Cartier vient d'un groupe d'individus qui vivent dans un régime matriarcal, puisque les Bretons, ce sont des descendants des Celtes, ce sont des descendants des Celtes qui venaient de la Grande-Bretagne, qui était une île dans l'océan Atlantique. Ils ont migré vers le sud de la Grande-Bretagne quand la Grande-Bretagne a été envahie par les Angles et les Saxons. Et puis finalement, ils ont pris le bateau et ils sont allés fonder dans l'ouest de la France, la portion ouest de la France, la Petite-Bretagne. C'était des gens bretonnants. C'était des gens qui ne chantaient pas en français, qui chantaient des chansons bretonnes. Et on peut se demander, ces Bretons-là, qui étaient pour 6% de notre émigration, et qui venaient d'un régime matriarcal, quelle position ils avaient. Et on peut se demander aussi les Normands, les descendants des Vikings, Northmen, les hommes du Nord, les gens de la Normandie, qui étaient censés être de solides gaillards, et qui étaient censés donc être dans un régime patriarcal. Si on parle de la tribu des Normands en Europe, on vous dit que c'est une tribu dont le système est patriarcal. Mais lorsqu'on analyse les Normands, force est de reconnaître que finalement c'était un primat matriarcal à l'intérieur d'un régime patriarcal, puisque les hommes étaient à la chasse, à la guerre, en expédition la plupart du temps, et le chef de famille, c'était la femme. Et elle était vraiment maîtresse de la demeure familiale. Et même si les Normands, la tribu des Normands, étaient
polygame, c'était toujours la maîtresse de maison, celle qui était officielle, qui avait le pouvoir. La vraie femme parmi les femmes. Et finalement, ce sont ces Normandes qui ont élevé les familles et les garçons. Donc, avec la christianisation de la Normandie, on a oublié les expéditions guerrières des Vikings et on s'est mis aux travaux agricoles. Mais la femme n'a pas dérougi. Elle est demeurée en Normandie, la maîtresse de maison, celle qui a le pouvoir, celle qui a la main haute et qui élève les enfants. On hérite donc des Normands, qui sont pour 15% à peu près de notre immigration, d'un système où la femme est fortement ancrée dans un pouvoir sur l'homme. Et on hérite des Bretons la même chose, c'est un système matriarcal chez les Celtes, les ancêtres des Bretons. Très beau d'ailleurs, très beau système matriarcal, très fertile, parce que les femmes et les hommes de Bretagne, c'était des conteurs nés. Et je vous rappelle que ce sont les Bretons qui ont donné naissance à tous les mythes fondateurs de l'Angleterre, donc de la terre des Angles et des Saxons, puisque la forêt de Brocéliande, c'était en Bretagne, et que le mythe du roi Arthur et des chevaliers de la table ronde est un mythe breton aussi. Alors, tout l'imaginaire anglo-saxon s'est abreuvé de cette mentalité des Bretons. Je vous rappelle aussi que l'Angleterre a été conquise par les Normands. Guillaume de Normandie est allé à Hastings battre Harold et il est devenu roi d'Angleterre. Alors on était dans une France médiévale où, dans le fond, il y avait un roi de France, un roi d'Angleterre qui avait des prétentions sur le nord de la France. Et on a cette mentalité aussi donc chez nos anglo-saxons, de cette femme assez dominante puisque les Normands sont arrivés avec leur notion de la femme. Alors ça a donné en Angleterre l'idée du parfait gentleman anglais qui respecte la femme immensément et qui a un comportement de parfait gentleman. Il ne devient un hooligan que lorsqu'il est lâché libre. Entre-temps, il se conduit comme un parfait gentleman. Et c'est un peu la même chose au Québec. On avait donc un homme sur 4, donc Normandie plus Bretagne, ça fait plus que 20%, 21% d'immigration, qui voyait un modèle où la femme était prédominante. Et en plus de ça, vous devez compter que nous étions en interface avec les Amérindiens, les Premières Nations. Et c'est un système matriarcal où la femme est dominante, même chez les Iroquois. Alors, on a encore là un système qui vient enrichir la portion matriarcale du modèle de la famille québécoise. Et ça fait longtemps que ça court dans nos gènes. On a eu des échanges avec les Amérindiens, particulièrement les coureurs de bois. Les coureurs de bois, on nous les a bien inventés, parce qu'ils avaient un comportement de chasseurs-cueilleurs, un peu comme les hommes de la préhistoire. Ils étaient en contact avec les Amérindiennes, ils ont copulé avec des Amérindiennes, ils ont donné des descendants, mais ce ne sont pas ces hommes qui choisissaient leur partenaire, mais bien l'inverse. Il faut penser qu'on avait un ou deux blancs qui arrivaient à brûle-pourpoint dans une tribu amérindienne, bien structurée, une tribu où c'est matriarcal et où les femmes avaient une certaine liberté sexuelle, et c'était les Amérindiennes qui choisissaient le coureur de bois, et pas inversement. Donc ce sont les Amérindiennes et non pas les coureurs de bois qui arrivaient en dominant dans la tribu amérindienne. Eux, ils apprenaient un paquet de choses. Ils apprenaient les herbages, donc l'herboristerie amérindienne, les techniques de chasse et pêche. Ils échangeaient avec les tribus amérindiennes et ils avaient la lourde tâche de se faire intégrer parce qu'ils gagnaient leur vie en trappeurs et en chasseurs. Et ils fournissaient comme ça des compagnies, comme par exemple la compagnie de la baie du Tson, qui existe encore aujourd'hui. Alors, force est de reconnaître que nos ancêtres n'étaient pas si patriarcales qu'on le pense. Si j'ajoute l'influence des Amérindiens, celle des coureurs de bois,
celle des Bretons, celle des Normands, et à celle-là, j'ajoute un peu d'immigration anglo. Et l'immigration anglophone à l'époque, c'était une immigration particulièrement irlandaise. Les gens qui venaient d'Irlande et qui avaient fait faillite, les pauvres, les naufragés aussi et ceux qui étaient victimes d'épidémies, après avoir survécu à tout cela, se sont ajoutés à nos Québécois. Bien souvent, les évêques catholiques ne voulaient pas leur enlever la prérogative d'avoir un nom irlandais. Alors, ça a fait un paquet de descendants qui parlaient français, mais qui étaient aussi des descendants des Celtes, puisqu'ils étaient des Irlandais. Et ils avaient seulement la même caractéristique, c'est d'être catholiques. Alors, si on ajoute à l'influence de nos Amérindiens, de nos Normands, de nos Bretons, de nos coureurs de bois, et cette immigration irlandaise, on est rendu à presque un homme sur 3, c'est-à-dire presque 30% des Québécois touchés de près ou de loin par un régime matriarcal, c'est-à-dire une structure familiale où la femme est prédominante. Si l'on ajoute maintenant cette forte influence de la femme prédominante aux préceptes de l'Église qui disait aux hommes qui étaient dominants, les mâles alpha se faisaient raser plus souvent qu'autrement par l'Église. Ils allaient se confesser et ils devaient être fidèles à leur épouse, sinon on leur faisait miroiter les flammes de l'enfer. Alors on amenait des hommes qui étaient plutôt des dominants à rentrer dans le moule familial déjà établi par un homme sur 3 au Québec. Et on a obtenu comme ça une espèce de nivellement religieux par lequel on avertissait les hommes qu'ils devaient respecter les principes de la religion. Alors, je dois vous dire tout de suite que lorsqu'on regarde tout ça, eh bien, ça donne quelque chose d'assez étonnant. Ça donne que l'homme québécois n'était pas le mâle dominant anglo-saxon tel qu'on le voit en Nouvelle-Angleterre ou dans le reste du Canada, de l'immigration anglophone du Canada, mais bien un homme qui était différent. Un homme qui respectait plus la femme. Vous savez, lorsqu'on établit tout ça, j'aime regarder ça dans le contexte des chansons. Et lorsqu'on regarde ça dans le contexte des chansons folkloriques, on comprend très bien ces fameuses interactions entre les individus. Et on comprend très bien que ces interactions-là étaient des réflexes profondément ancrés, quasi génétiques, une espèce de descendance sociétale de réflexes face à la femme. Alors voilà, si par exemple je vous parle des Bretons, alors dans un modèle matriarcal, je prends des chansons comme Sylvestre par exemple. Sylvestrig, vous savez que j'ai pas de complexe, moi, je chante avec ma voix fausse et quand on illustre des concepts, on chante avec la voix qu'on a. Je pourrais peut-être vous fournir des enregistrements de chacune des chansons. Je n'ai pas le temps de le faire dans un petit vidéo, alors je le fais moi-même. Alors, dans le cas de Sylvestre, replaçons-nous dans le contexte de cette chanson bretonne. On est dans un village, Santeflamme, avec une colline, tout près, la colline de Ménébré, et on a un capitaine qui est en train d'enrôler une armée. Et la chanson va très mal. La chanson va très mal, puisqu'elle ne vante pas les gens qui s'enrôlent dans l'armée, ce qui devrait être un rôle patriarcal privilégié. Chez les Bretons, le père de famille chante cette chanson-là. C'est chanté par un père de famille. Évidemment, ce sont des femmes qui transmettaient cette tradition-là. Mais le protagoniste de la chanson, c'est le papa. Et le père se plaint que son fils Sylvestre est enrôlé. Première version, là, ça commence comme Et très chapelig Santeflamme, à tosen ménébré, je se habiten yoankou sévelun armé. Je vous le dis en français, là. Se tient un capitaine qui soulève un armée. Donc, l'autre qui est un peu plus lirante, qui est plus encore une ballade encore plus
douloureuse. Et tréchappe l'ixante flamme, à tos ménébré, ce sera biten wank, ou c'est vel un armée. Ma glasque soudar dead wank, peuple et dar contré, même sur mar sylvestri, à l'arvar mon ivé. J'ai un fils qui s'appelle Sylvestre, qui vient d'être enrôlé. Et toute la chanson qui est donc faite à l'intérieur d'un régime matriarcal ne vante absolument pas le service militaire. Le père demande aux oiseaux, aux roches du chemin, aux plantes, aux arbres, aux nuages, à tout ce qui passe des nouvelles de son fils en pleurant, et il déplore toute la chanson, le fait que son fils est parti s'enrôler dans l'armée. Alors ce rôle qui est si vanté, valorisé chez les anglo-saxons, ici c'est un rôle qui est décrié, et le père est malheureux comme la pierre des champs. Il dit, va mab sylvestrig mameus mab nenetan, et beodio var habiten en arc, en deux gantan, et dar et ramahad, diwez at yo breman, ne soudar d'alen armé à blij dine veltan. Vate la boue, sigbi en van var bouez da zivaskel, anish fedrai saudru d'adra, dan, en tout cas. Excusez mon breton, mais vous voyez que c'est l'Iran et tout ça. Alors, on voit que dans la génétique sociétale bretonne, il n'est même pas bon d'être soldat. Ce qu'on valorise comme étant le mâle alpha, là, c'est décrié, et même le père pleure toute la chanson parce que son fils s'est fait enrôler dans l'armée. Et on retrouve cette même mentalité de l'homme qui est un peu victime des éléments et qui n'a pas toute son autorité, parce que si le père avait pu appliquer son autorité parentale sur Sylvestre, son fils, il l'aurait convaincu de ne pas aller à l'armée. C'est le capitaine de l'armée qui gagne sur l'autorité du père. Et le père pleure et déplore ça. C'est la même chose au Québec. Par exemple, rappelez-vous de la chanson de la jeune fille de 15 ans, qui n'écoute pas son père. Donc le père qui est censé avoir une autorité, c'est le père qui chante encore là. Et c'est l'Iran, exactement comme dans Sylvestrig. C'est une chanson qui lyre et délire et pleure sans cesse. Alors, et ça commence par la demande de la fille d'aller danser au bal. Et le père qui ne veut pas qu'elle aille danser au bal. Et la fille qui répond à son père d'autorité. Donc c'est la fille qui est autoritaire là-dedans, pas le père. C'est pas le père qui a le dessus. Et c'est une chanson folklorique du Québec. Alors, mon père, voulez-vous que j'aille au bal ce soir? Mon père, voulez-vous que j'aille au bal ce soir? Et là, le père répond, vous n'irez point au bal, ni aux veillées du soir, car c'en est la cause, au plus grand désespoir. Et là, la fille, on parle de son comportement, et on parle même de cruauté par rapport à la volonté du père. La cruelle d'enfant répondit à son père. La cruelle d'enfant répondit à son père. Oui, je prendrai un homme. Oui, je l'épouserai. Ne fût-il le diable. Oui, je l'épouserai. Sorti de la maison sans l'avis de son père, rencontre-t-il le démon sous la forme d'un homme. Alors la chanson nous explique que dans le fond, fille, c'est elle qui choisit son amant. C'est pas le père. On n'est pas dans une société patriarcale. Et même que la morale judéo-chrétienne, la morale catholique là-dedans, nous fait dire, garde la méchante petite fille. Écoute pas son père. Elle va rencontrer le diable, puis elle va être prise avec le diable. Et quand on est pris avec le diable, on se retrouve en enfer. C'est ça l'histoire. Et c'était une morale qui disait, si tu maries n'importe qui, ben tu peux rencontrer un bonhomme qui est une espèce de démon et qui va te faire vivre une vie d'enfer. Alors, rencontre-t-il le démon sous la forme d'un homme? Bonjour, mademoiselle, je vous connais très bien. Il la prend et lui donne un anneau pour son doigt. Alors, le mâle alpha, c'est rendu le démon.
Le gars qui est à l'aise avec les femmes, qui prend la main de la jeune fille, qui lui offre un anneau, qui l'amène en fiançailles, ça peut pas être un gars d'ici, ça. C'est le démon. Les gars d'ici sont pas comme ça. Et la fille, elle choisit, elle. Elle veut pas de gars d'ici. Elle veut un gars entreprenant. Alors, la chanson finit très mal, d'ailleurs. Hein? Il changea de figure, il devient si affreux, emmène la créature avec lui dans le grand feu. Des cris, des hurlements qu'on entendit en l'air, jeune fille de 15 ans qui avait su lui plaire. Il faut pas plaire aux hommes, car il ne faut plaire qu'à Dieu. Moi, c'en est la cause, si je brûle dans le grand feu. Alors, vous imaginez un peu tout ce que ça faisait peser sur le choix de la fille. Mais c'est pas les gars qui ont le dernier mot là-dedans. En fait, tous les gars du village à la danse se font damer le pion par le plus entreprenant qui est nécessairement le démon. Et c'est le cas de Rose la Tulipe qui danse avec le démon, la légende de Rose la Tulipe, et qui se consume et tombe morte à la grande surprise des gens lors de la danse, parce que Rose la Tulipe, elle choisit son homme. Alors, il y a beaucoup dans le folklore québécois de résistance à la volonté du père. Et les femmes sont entreprenantes et choisissent, un peu comme les Amérindiennes choisissent leur homme. Alors, c'est important de voir ça. Et quand les hommes sont entreprenants, et à ce moment-là, ce sont de dangereux maniaques sexuels. Jusque dans les années 70, cette espèce de préjugé contre l'homme entreprenant qui nous venait de fondements judéo-chrétiens se rencontre. Par exemple, dans Bertrand Gosselin et Jim Corcoran ont fait une chanson qui était très belle, très du style donc de l'habillement folklorique, et qui disait: la fille voulait rencontrer son amant. Excusez-moi de la citation là, de la chanson. Pour gagner du temps, ose passer par les champs. Les champs sont parfois bien vilains au printemps, quand des hommes vicieux se cachent dedans. Hein, les champs, on sait que si la fille va choisir, elle a un amant, puis elle va le visiter en cachette, elle a une double vie. Si elle rencontre des gars dans la nature, c'est nécessairement des hommes vicieux. Parce que les gars, ils sont soumis au Québec. Puis c'est pas, ils sont dans un système matriarcal. Et ils sont beaucoup plus soumis que... Alors, méfie-toi la belle, prends garde au tournant, y a pas que les loups qui soient gros et méchants. Alors, écoutez, puis, à peine arrivé à la lisière du bois, la chanson dit: rencontre un garçon plus âgé qu'il se doit. Cours-toi, le garçon lui demande où elle va. Je m'en vais en rejoindre un autre que toi. Donc, et voilà, et ça se passe mal, et elle se fait violer, elle se fait tuer. Et on rencontre là un écho de la source, c'est-à-dire la légende scandinave, la légende du nord de l'Europe, où une fille se fait violer dans le bois et est laissée pour morte et meurt finalement. Et à l'endroit où son corps s'est effondré, une source, hein, c'est la fameuse chanson qui est chantée en français aussi. Elle court au milieu du bois, la source, et je me demande si est vraie cette légende d'une fille qu'on y trouva. Donc, c'est sûr qu'on se sert de la morale judéo-chrétienne pour abattre ce modèle celtique un peu de la femme dominante, de la femme qui décide. Hein, ce modèle qu'on a hérité des Celtes et aussi qu'on a hérité de nos gens, les Normands, de la Normandie. Donc, on voudrait une femme plus soumise aux prérogatives de l'Église, qui, elle, vient d'un système patriarcal, puisqu'elle vient d'un système romain. Alors, on a là de quoi se poser des questions sur la condition masculine. Ces conditions masculines, dites traditionnelles chez les hommes, c'est la mère qui est vraiment la maîtresse de maison, et l'homme qui est au champ et qui laboure, cultive, il rentre, il se lève avec les poules, puis il rentre au coucher du soleil. Alors il fait deux activités, il cultive et il fait l'amour. À part de ça, il dort et il mange. Donc, c'est pas tellement un homme dominant, ça. C'est un homme qui est
plutôt harnaché comme un cheval de trait, là, hein, pour tirer les charrettes. Et c'est un homme qui est fourbu de travail, mais qui, en même temps, n'a pas un rôle prédominant auprès des enfants. C'est pas lui qui élève la famille, c'est la mère de famille qui est la femme forte là-dedans. Hein, le personnage de la grand-mère dans une saison de la vie, dans la vie d'Emmanuel, chez Madame Blais. Alors, c'est un peu ça. Je regarde dans les chansons là, que je voulais vous citer. Ah oui, chez Corcoran et Bertrand, donc, on a aussi une chanson qui est une chanson d'après-guerre, où une femme a perdu son mari durant la guerre et elle va refaire sa vie. Mais encore là, le rôle, et là on est dans les années 70, le rôle du gars là-dedans, c'était pas un rôle prédominant, hein, c'est pas le rôle, là je me mets à rire, démoniaque du gars entreprenant. Non, parce que sinon ça va servir en démon cette histoire-là. C'est le gars qui se laisse un peu faire. C'est le gars qui laisse venir les circonstances de la vie et qui regarde par sa fenêtre et voit passer une femme qui a été en deuil et qui, soudainement, vient le voir à sa cabane de Boiron ou sa maison, je ne sais pas. Hein. Ce matin, avec le soleil, dalida, dalunda, avec le soleil ce matin, je me suis levé, j'ai regardé par la fenêtre, dalida, dalunda, par la fenêtre, j'ai vu passer un visage rêvé, naissant, je n'ai pas cru, je n'ai point cru être éveillé, et soudain j'ai entendu frapper. L'inconnu était une femme, dalida, dalunda, une femme comme on en voit peu, je l'ai fait entrer. Et bon, finalement, elle raconte son histoire, puis elle est libre mais de venir ou pas, puis finalement, le lendemain, elle va aller vers cet homme-là et elle va refaire sa vie. Mais c'est elle qui choisit, c'est pas le gars. Le gars, lui, il est ouvert à cette espèce d'accueil de la femme dans sa vie. Et là, on est dans les années 70, et pourquoi ces chansons-là sont bâties comme ça? C'est subconsciemment, ces deux auteurs-là se réfèrent, ils ont un référentiel folklorique. D'ailleurs, ces chansons-là sont composées dans des tonalités et avec une structure qui ressemble beaucoup à nos chansons folkloriques. De là, les onomatopées, dalida, dalumda, un peu comme dans nos chansons du cahier de la bonne chanson, là, Yukaidi, Yukaida, puis un paquet de nomatopées. Hein. Et encore là, tout le temps, quand l'homme est entrepreneur au Québec, traditionnellement, on réprime ça. Et la chanson réprime ça. Hein. On voit encore une histoire de fille qui est abordée par des capitaines. Elle est en mauvaise posture, elle est tombée dans un trou, dans Suzanne et Floriane. Et encore là, les gars, les capitaines ont le mauvais rôle là-dedans. Parce que dans la nature, lâchés libres, les hommes sont dangereux. Mais dans une structure familiale, ils sont plutôt passifs. Alors, on m'envoie à la fontaine pour pêcher du poisson, on glisse glinglon. Alors, vous voyez, les onomatopées sont là. On sait qu'on est dans le folklorique. Sur la route à Passer, 3 cavaliers bourrons. Suzanne et Foria, mes filles et femmes, famaguées. Par rapport à Rigori, gros grain rigodin, la patate africanée. Sur la route à Passer, 3 cavaliers bourrons, glisse glinglon. Alors, et c'est ça tout le temps. Hein. Elle est prise, elle tombe. Et que donneriez-vous belle si on vous sortait du fond? Alors là, eux marchandent. Ah, les démons, les perfides. C'est pas l'homme traditionnel québécois, ça, c'est les hommes comme on n'en veut pas au Québec, dans un Québec judéo-chrétien de cette époque-là. Votre petit cœur engage à savoir qu'ils nous l'auront. Alors, ils veulent son cœur engage. Et elle s'en sort. Et elle s'en sort dans la chanson. OK. Isabeau. Hein, Isabeau qui s'y promène le long de son jardin. Et puis, finalement, elle a presque une aventure avec des marins, et finalement, elle pleure tellement et gémit qu'il la reconduit chez elle, et il ne se passe rien. Donc, c'est elle qui décide, même aux prises avec les marins, elle s'en sort, parce que c'est elle qui domine la situation, même dans une situation périlleuse. Alors, vous connaissez, je connais 2 variantes de cette chanson-là. Il y a
Isabeau s'y promène le long de son jardin. Isabeau s'y promène le long de son jardin, le long de son jardin sur le bord de l'île, le long de son jardin sur le bord de l'eau, sur le bord du vaisseau. Elle voit venir une barque de 30 matelots. Elle voit venir une barque. Attention là, Isabeau pas folle. Elle voit venir la barque. Il y a des gars là-dedans et c'est des marins et ils ont pas fait l'amour. Souvent les marins. Alors ils sont 30 contre une. Okay. Et puis finalement, la chanson se termine bien. Ils la reconduisent et il s'est rien passé. Il y a une variante d'Isabeau que moi je trouve plus dynamique, d'ailleurs pleine d'onomatopées et ça. Isabeau s'y promène, Isabeau s'y promène le long de son chemin, le long de son chemin, le long de son chemin. Elle voit venir une barque, elle voit venir une barque de 30 matelots, de 30 matelots, de 30 matelots. Le plus jeune des 30, ah, c'est un petit démon, ça. Il y a de l'entre-gens. Le plus jeune des 30 compose une chanson, compose une chanson, compose une chanson. La chanson que je chante, la chanson que tu chantes, je voudrais la savoir. Je voudrais la savoir, je voudrais la savoir. Alors, elle devrait se méfier. Embarque dans ma barque, embarque dans ma barque, je te la chanterai, je te la chanterai, je te la chanterai. Quand elle fut dans la barque, quand elle fut dans la barque, elle se mit à pleurer, elle se mit à pleurer, elle se mit à pleurer. Qu'avez-vous donc la belle, qu'avez-vous donc la belle, qu'avou a tant pleuré, qu'avou a tant pleuré, qu'avou a tant pleuré. Je pleure de me voir seul, je pleure de me voir seul, avec des étrangers. Avec des étrangers, avec des étrangers. Alors le gars, on est dans un système matriarcal et c'est la fille qui ordonne et pas le gars. Alors il lui répond, ne pleurez point la belle, ne pleurez point la belle, je vous reconduirai, je vous reconduirai, je vous reconduirai. Donc, la morale de la chanson, c'est que il faut pas s'embarquer dans une barque avec des étrangers. Et il faut pas trop écouter la voix des matelots, parce que eux, ils sont dans un autre système que le matriarcal, et tu risques de ne pas avoir le dernier mot. Mais même seul, Isabeau s'en sort dans la barque, et elle impose sa volonté, et le marin va la reconduire. Alors ça vous donne une idée un peu que, traditionnellement, si on fouille dans la génétique des gens, et si on regarde cette espèce d'interaction homme, femme, société, ok, c'est pas vrai. Hein? On nous ment quand on nous dit que traditionnellement, c'était les hommes qui décidaient tout au Québec. Je suis pas sûr de ça, moi. Je suis pas sûr que génétiquement, là, si on parle de génétique sociétale, ce soit tout à fait vrai. Et je suis pas sûr non plus que l'homme actuel soit autant en déroute qu'on le prétend, et que si on tient compte de cette espèce de diagramme d'interaction sociétale, on se rend compte que c'est peut-être pas vrai, ça. Et que peut-être que l'homme du Québec est un peu différent, de par la façon dont on a été élevé ici. Et que c'est pour ça que, en l'an 2000 et plus, il a de la misère à trouver sa place, parce que, avec les mouvements de libération de la femme, où la femme devient plus que dominante, alors les gars, des fois, s'en sortent moins bien qu'on le pensait avant. Donc, si on continue, je regarde, qu'est-ce que j'ai noté, là? Je regarde mes petits papiers, là, je me suis fait 2 petits papiers de notes pour dire, bon, quelle chanson je voudrais analyser. Ça, c'est fait. Là-dedans, ah oui, je voudrais analyser avec vous La Belle s'est endormie, parce que c'est une chanson où la Belle rencontre un capitaine de l'armée qui l'amène chez elle, et finalement, veut la déflorer. Alors, ça commence comme ceci. La Belle s'est endormie sur un beau lit de roses. La Belle s'est endormie sur un beau lit de roses, blanche comme la neige, belle comme le jour. Ils sont 3 capitaines
qui vont lui faire la cour. Alors, elle est courtisée. Et elle a donc déjà là le choix, elle a trois capitaines. Et c'est comme dans Isabeau, le plus jeune des trois la prend par sa main blanche. Le plus jeune des trois la prend par sa main blanche. Écoutez, dans cette chanson-là, finalement, le capitaine, lui est très, très, très autoritaire, très patriarcal, et c'est lui qui mène, c'est lui qui choisit sa femme, et il dit, mangez, buvez la belle selon votre appétit, car avec un capitaine, vous passerez la nuit. Oh! Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment elle s'en sort? Eh bien, elle fait la morte. Elle défaille durant le souper. Elle tombe morte. Et au bout de 3 jours, on la met au tombeau. Et au bout de 3 jours, on est encore dans le système matriarcal, c'est-à-dire que du fond du tombeau, elle requiert le service de son père, et c'est son père qui va aller la délivrer de la tombe dans laquelle elle s'est mise. Parce que c'est l'équivalent d'arriver au fond du tombeau que de ne pas choisir son prétendant et de se faire imposer un prétendant. Donc c'est traditionnel au Québec, ça. C'est l'équivalent de la mort, ça. C'est inacceptable. Vaut mieux mourir que de céder à un homme qui veut nous imposer de copuler. Et c'est exactement ça. Elle est très belle, cette chanson-là. Elle est enterrée sous un arbre dans le jardin. Mais au bout de 3 jours, son père s'y promène. Mais au bout de 3 jours, son père s'y promène. Ouvrez, ouvrez, mon père, ma tombe si vous m'aimez, car 3 jours j'ai fait la morte pour mon honneur gardé. Et elle s'en sort. Elle sort du tombeau. Son père la délivre. Alors, la femme, dans ces chansons-là, elle est décisionnelle. Et même sous la force même capturée par un capitaine, elle ne s'en laisse pas imposer. Les hommes sont parfois victimes des événements, d'événements politiques ou autres. Et à ce moment-là, les femmes les aident à s'en sortir. Sinon, ils meurent et s'étiolent comme certains patriotes qui ont écrit des lettres très souffrantes, très douloureuses à leur épouse et qui ont été pendus lors du règne de la reine Victoria. Mais lorsque les femmes aident les hommes, leur donnent la force de se libérer pour se sortir de prison, alors là, les gars s'en sortent. Dans la prison de Londres, dans la prison de Londres, il y avait un prisonnier, personne venait le voir, personne venait le voir, que la fille du geôlier, et elle lui permet comme ça de s'évader, hein. Elle lâche, loussez-moi donc les pieds, puis elle a ouvert la prison, et finalement, le protagoniste essaie 3 fois de sauter dans la Tamise, et à la 3e fois, c'est la bonne. Et il retourne en France. Alors, à la 3e plonge, à la 3e plonge, la mer a traversé, si jamais j'y retourne, si jamais j'y retourne, là je l'épouserai. Fille l'a libéré, il s'en va en France, il sait très bien qu'il retournera jamais là, il a été emprisonné à la prison de Londres. Et c'est là qu'il pense que peut-être que là, il aurait dû l'épouser, cette fille-là, qui l'a fait s'évader. Il a peut-être dû s'évader avec elle. Donc, dans la morale de la chanson, encore là, le gars est pas très décisionnel. C'est la fille qui le sort du pétrin, et le type se sauve à la poudre d'escampette. Alors, il faut penser donc que ça ne véhicule pas depuis fort longtemps des images d'un homme qui est si dominant, si patriarcal que ça. Au contraire. Et si on regarde maintenant l'immigration qui vient consolider la population du Québec, les Italiens qu'on a ici, qui viennent d'une portion plus sud de l'Italie, eh bien, c'est les gars qui ont une grande dévotion pour leur mère. Dans le cinéma québécois, on
on rit de cela, on dit que ils font l'amour et s'écrient Mamma mia. C'est peut-être pas faux, mais l'italien moderne est un bonhomme qui est assez dépendant. C'est pas l'italien de la période romaine, là. C'est celui qui est très admiratif de la femme. Moi, les Italiens que je connais d'ici, c'est des gars qui sont en amour par-dessus la tête avec leur belle, et c'est pas des gars dominants, c'est plutôt des gars qui vivent à travers leur blonde et qui sont très admiratifs. C'est très beau d'ailleurs, c'est très beau de les voir aller là-dedans. Moi, je trouve qu'ils sont adorables, mais c'est rien pour consolider l'aspect patriarcal. C'est quelque chose qui vient confirmer qu'on est dans un régime matriarcal. Hein? Si vous prenez par exemple la chanson que je préfère, qui a été faite il y a peut-être une douzaine d'années de ça, c'est une chanson qui présente un homme très très amoureux de sa belle, de sa blonde, mais qui vit à travers elle et qui vit pour elle. Donc c'est une situation de dépendance affective là, qu'on nous décrit. Vivo per lei da quando, sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma mi è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei non è un peso, vivre pour elle. Okay? Je ne me souviens plus quand est-ce que c'est arrivé. Quando sai? La première fois, je ne me souviens pas. Il dit, ça le fait vibrer. Hein? Il dit que ce n'est pas pesant de vivre pour elle. Non est un peso. Alors, c'est une chanson admirative de la femme. D'ailleurs, je suis bien d'accord avec lui. Mais c'est une chanson où l'homme n'a pas le dessus là-dedans. Il vit pour elle, par elle, à travers elle. Il est à sa remorque émotionnelle. Alors, si nos amis italiens sont aussi épris de la femme que nous le sommes, mais dans des conditions où c'est l'amour éperdu de la femme, mais sur un piédestal, hein, la femme à travers la mer, eh bien voilà. Et je vous rappelle que le poète national du Québec, qui est censé être Émile Nelligan, moi je suis pas d'accord, je voudrais que ce soit Saint-Denis Garneau. Alors si on analyse cette espèce de relation sociétale et comment on situe ce poète national du Québec, hein, normalement la poésie est chargée de véhiculer une image archétype de l'homme, de la femme et tout ça. Alors pourquoi Émile Nelligan a été consacré dans les écoles classiques à l'époque comme poète national? Alors c'est la même chose. On a l'image d'un jeune homme qui a des difficultés situationnelles à vivre. Hein? C'est un bonhomme qui boit de l'absinthe, et l'absinthe, vous le savez, ça a des effets secondaires dont, à l'époque, en tout cas l'absinthe qu'il buvait, il y avait des effets secondaires qui étaient la psychose, donc des effets psychiatriques. Hein. Ça éloignait l'individu lorsqu'il était sous de la réalité, il pouvait entendre des voix, avoir des illusions, tout ça. Et qu'est-ce que Nelligan présente du gars, de l'archétype de l'homme québécois? Je vous rappelle que c'est un Celte, Nelligan, hein, c'est un descendant des Irlandais, notre poète national, et c'est un poète national qui refuse sa langue d'origine qui est l'Irlande. Et d'ailleurs, il veut pas s'appeler Nelligan, il corrige tout le monde en leur disant c'est Nelligan, donc c'est un bonhomme qui adhère fortement aux valeurs francophones de son Québec. Alors, ce fut un grand vaisseau taillé dans l'or massif. Donc, il y a une bonne estime de soi. Ses mâts touchaient l'azur sur des mers inconnues. La cyprine d'amour, cheveux épars, chair nue, s'étalait à sa proue au soleil excessif. Déjà, le soleil, qui est un principe fécondant, est excessif pour le vaisseau. Là. Il peut en prendre du soleil. Il est en or, en plus. Il devrait réfléchir le soleil. Il devrait être à son tour un vaisseau fécondant. Mais ce qu'on nous parle ici, c'est plutôt de l'image, de l'archétype de l'homme en détresse. Mais il vint une nuit frapper le grand écueil, dans l'océan trompeur où chantait la sirène. Alors la femme là-dedans, c'est la sirène. Et la femme là-dedans, c'est celle qui décide de t'attirer vers elle et qui peut te faire sombrer. Le rôle des sirènes, c'était d'être belle, c'était de chanter des chants mélodieux et d'attirer les marins vers elle et faire sombrer les navires, les équipages au complet.
Alors, dans l'océan trompeur où chantait la sirène, et le naufrage horrible inclina sa carène, aux profondeurs du gouffre, immuable cercueil. Écoutez, après une rencontre de la sirène, on est rendu aux profondeurs du gouffre, immuable cercueil, puis on a des problèmes de santé mentale. Ce fut un vaisseau d'or dont les flancs diaphanes révélaient des trésors que les marins profanes, dégoût, haine et névrose en eux ont dispersé. Hein? Il est dégoûté, il est haineux, c'est-à-dire qu'il y a de l'agressivité, et il est névrotique en plus. Alors, j'ose espérer qu'à travers de la poésie de Nelligan, cette poésie à travers laquelle on s'est reconnus, nous les Québécois, pendant toute une génération, celle des gens d'avant la Révolution tranquille, dégoût, haine et névrose. Alors, que reste-t-il de lui dans la tempête brève? Qu'est devenu mon cœur, navire déserté? Hélas, il a sombré dans l'abîme du rêve et tombé dans la folie. C'est exactement ce qui est arrivé à Nelligan, au point où Félix Leclerc a été obligé de lui demander pardon nationalement pour la façon dont il a été traité par Corbeil, le magnat des souliers, qui était son beau-père et qui lui avait dit « Tu fais honte à ta mère, tu fais honte à ton père, à moi ton père, on va te placer, tu bois, on va te placer à l'asile. » Il l'a placé à l'asile. Et c'est Félix, notre Félix national, qui est obligé de lui dire « Pardon, Nelligan, c'est ce qu'ici chacun de nous semble te dire secrètement, et te porte sur nos épaules, comme on te l'avait fait au collège un soir d'avril, et vont te reconduire chez toi, dans le temple des immortels. » Alors, c'est Philippe qui demande pardon. Hein, il décrit les conditions dans lesquelles Émile Nelligan a été élevé au collège Laval et dans son environnement, une famille qui ne le comprend pas. C'est pas le mâle alpha dominant, là. Hein. Chez lui, méprisé par les siens d'indifférence. Avant de demander pardon, il fait le constat national que ce Nelligan qui était créatif, qui était un artiste, qui était un poète, okay, Félix va dire de Nelligan, en 1901, être poète est un malheur. Surtout au temps de Nelligan à Montréal. C'était comme être juif sous les nazis, être seul avec son oiseau dans les mains, son trésor. C'était comme se retrouver espion en pays ennemi qui va sauter au prochain port, pulvérisé dans les nuages et la folie et dans la mort. C'est ce qui lui est d'ailleurs arrivé. Et c'est là qu'il dit pardon, Nelligan. Donc, c'est des chansons qu'on sait par cœur parce qu'elles sont tellement belles, mais ça dit beaucoup de choses sur la condition des gars au Québec et sur le poète qu'on a choisi. Et quand je repense à mes photos de hockey, quand je repense à mes joueurs de hockey qui sont tous nommés sur la carte postale, Tiggy, puis tout le groupe, là, je me demande s'ils n'ont pas subi un peu cette espèce de déception de Nelligan dans 5 o'clock, hein, où il dit que Liszt, le compositeur, est triste au piano, que Haydn l'est aussi, et que Mozart est triste au piano voisin. Qu'on soit Liszt, qu'on soit Haydn ou qu'on soit Mozart au Québec, on est tous tristes au piano voisin. Et là, il dit, le 5 o'clock expire en molle crescendo. Ah, qu'as-tu? Tes chers cils s'amalgament de perles. C'est que je vois mourir le jeune espoir des merles sur l'immobilité glaciale des jets d'eau. Sol, la, si, do. Gretchen verse le thé aux tasses de Yedo. Je vois mourir le jeune espoir des merles. Et la question que je vous pose, dans toute cette interaction entre les hommes, les femmes, les enfants, le pouvoir, l'Église, la politique au Québec traditionnellement, est-ce que le rôle qu'on donnait aux jeunes hommes, et le rôle qui était dévolu aux hommes dans un régime qui, il faut le dire, est beaucoup plus matriarcal que patriarcal, je dirais que l'insurrection patriarcale là-dedans, c'est la volonté de l'Église d'imposer à la femme des choses, d'essayer de la mater malgré 300 ans de régime matriarcal. Et c'est d'ailleurs pourquoi, dans les années 60, on a buté l'Église hors du Québec. On voulait quasiment jeter les prêtres au feu. Parce que c'est un régime matriarcal installé depuis des siècles. Et il n'est pas question, malgré une Église macho, que les femmes
cèdent leur place, et elles ne l'ont pas cédé. L'Église a imposé beaucoup aux femmes. L'Église a imposé de faire des femmes des espèces de manufactures à progéniture. On voulait 12 enfants, puis 13 enfants, puis on culpabilisait les hommes. Les hommes qui allaient se confesser dans le temps à l'Église, donc qui, eux, étaient inclus dans un régime matriarcal, et allaient s'adresser à un prêtre qui interprétait dans une valeur patriarcale le comportement. À 12 ans, le petit gars allait voir le curé et il lui disait « Mon père, j'ai joué avec mon pénis. Qu'avez-vous fait, mon fils? Oui, j'ai joué avec mon pénis. À quoi pensiez-vous? À quoi pensiez-vous? » Alors là, on pouvait même contrôler la volonté, les pensées du jeune homme. Et là, on savait si le jeune homme était homosexuel, hétérosexuel, ou pas très défini dans sa réalité sexuelle, ou simplement c'était un hédoniste qui se donnait du plaisir en pensant à rien. On allait déjà classer le jeune homme là dans le confessionnal. Et tranquillement, on l'amenait à jouer son rôle d'homme, c'est-à-dire d'homme fécond pour une femme, une seule, pas d'homme volage, sinon il devenait un démon. Alors, et c'est là que on déterminait les comportements. Alors, le même homme marié, et qui disait au curé, « Mon père, je m'accuse d'avoir éjaculé sur le ventre de mon épouse. » Alors là, on lui tapait sur les mains. On lui disait qu'il empêche la famille. Et on lui rappelait l'histoire de Onan dans la Bible, qui dépensait sa semence à l'extérieur du corps des femmes. Et on lui disait que c'était l'équivalent de la masturbation, ce qui était très mauvais. Et on obligeait les hommes à féconder les femmes pour avoir une forte descendance canadienne-française qui donnait des enfants catholiques à l'Église. L'Église a joué un rôle là-dedans que je n'aime pas beaucoup. Moi, je suis catholique, mais ce rôle-là, ce qui s'est passé dans l'Église, est le contrôle moral de l'Église où on imposait à des hommes qui étaient plutôt faibles, dans un système matriarcal, donc facile à modeler, comme de la pâte à modeler, et on leur disait, non, tu dois féconder ta femme. Et le plus d'enfants vous avez, le mieux c'est. Ça donne des âmes au Seigneur, ça. Alors, on avait des familles de 12, 13 enfants. Ça s'est vu même 16 enfants, traditionnellement. C'était des hommes menés par le bout du nez, par le curé, qui lui était dans un système patriarcal, où l'homme est fécondant, et la femme devient une manufacture à enfants. Et ça, on a chassé ça, parce qu'on est dans un régime matriarcal au Québec. Et c'est un régime dont on a hérité depuis le temps des Celtes, des Irlandais, depuis le temps des Normands, lors de l'immigration première, et depuis le temps de notre fondateur, qui est un Breton, et qui s'appelle Jacques Cartier, qui était dans un régime matriarcal, où ce sont les femmes qui décident. Ma vie est un long chemin sans fin, et je ne sais pas très bien où je m'en vais. Puis je cherche dans les faubourgs et les villes, c'est dans l'espoir d'accomplir mon destin. Mille après mille, je suis triste. Puis mille après mille, je m'ennuie. Puis jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Chaque mille que je parcours me semble inutile. Je cherche toujours sans rien trouver. Puis je vois ton visage qui me hante.
Je me demande pourquoi je t'ai quitté. Mille après mille, je suis triste. Puis mille après mille, je m'ennuie. Puis jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Un jour, quand mes voyages auront pris fin, et qu'au fond de moi, j'aurai trouvé cette paix dont je sentais le besoin, à ce moment, je pourrai m'arrêter. Mille après mille, je suis triste. Puis mille après mille, je m'ennuie. Puis jour après jour sur la route, tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer. Tu ne peux pas savoir comme je peux t'aimer.